Simulation relationnelle en pratique, aujourd'hui 25 mars 2025, le premier webinaire organisé sous l'égide de Simulion, ce groupement d'intérêt scientifique qui regroupe nos institutions que sont les Hospices Civils de Lyon et l'Université Claude Bernard Lyon 1. Donc, sans plus attendre, je passe tout de suite la parole donc, à Marion Douplat, donc docteur Marion Douplat, qui est maître de conférence des universités et qui travaille également au centre SimLab Santé au niveau universitaire, une plateforme de simulation en santé qui est hébergée à l'université, à la faculté de médecine de Lyon Sud, et qui travaille également en tant que MCUPH, donc au service d'accueil des urgences du centre hospitalier Pierre-Bénite, donc Lyon Sud, et également professeur Muriel de Rédion, qui est PUPH et responsable également, donc co-responsable également du SimLab dont on vient de parler à Lyon Sud, et également gynéco-obstétricienne à l'hôpital, le centre hospitalier Lyon Sud à Pierre-Bénite. Voilà, Muriel, Marion, à vous pour les mots d'introduction et merci beaucoup. Merci Marc. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de Simulion qui a pour terme la simulation relationnelle. Aujourd'hui, notre objectif à tous, c'est de partager avec vous ce qu'est la simulation relationnelle en pratique et puis surtout de vous donner envie de venir animer des ateliers, envie de créer des ateliers, envie de vous former et on va, à travers ces interventions, tenter de vous donner les clés pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Donc, dans ce webinaire, vous allez d'abord avoir une intervention de Pierre Saint-Imy, qui est professeur en oncologie au CLB, qui a une longue expérience de la simulation relationnelle et qui va vous exposer les bases de cette simulation relationnelle. Ensuite, Laurence Montrol, qui est cadre supérieur de santé, chargée de mission aux HCL, et Marion Douplat, donc, qui est médecin urgentiste à Lyon Sud, vous présenteront des aspects plus concrets de ce qu'est la simulation relationnelle au sein de nos plateformes. Et puis on enchaînera donc sur la partie formation avec Muriel de Rédion, donc qui est professeure en gynécologie obstétrique à Lyon Sud. On aura un temps de questions à la fin qui sera animé par Marc Lillo, qui est maître de conférence en anesthésie-réanimation et qui est président de la commission scientifique de Simulion. Donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là via l'onglet. Vous aurez un onglet en fait que vous devez voir questions et réponses qui est en haut à droite de vos écrans. Et puis vous aurez également un QR code que vous retrouvez à chaque présentation qui vous permettra de répondre à un questionnaire sur votre pratique de la simulation si vous êtes intéressé par la formation. Donc n'hésitez pas à le remplir. Et à la fin, on aura quelques mots de fin, de conclusion avec le professeur Thomas Rimédé, qui est référent médical du traîneau opérationnel de Simulion. Voilà, donc on vous souhaite à tous un très bon séminaire et n'hésitez pas, il faut que ça soit interactif. Donc si vous avez des questions, on est à votre disposition. On va passer la parole à Pierre. Oui. Donc Pierre, bonjour, excuse-moi, juste pour te dire, je suis en train de télécharger ta présentation pour pouvoir la présenter et donc je vais la partager, c'est moi qui vais la partager pour des raisons d'accessibilité. Donc, pas de souci. Une petite seconde, le temps que je puisse vous partager cette présentation. Partager, voilà, partager. Et donc, normalement, j'avais juste demandé si tu peux me confirmer, Pierre, que tu vois bien. Oui, c'est ça. Je reconnais mes diapos. Merci beaucoup et désolé de vous avoir proposé de me passer les diapos. J'ai plusieurs écrans et en général, je me mélange les pinceaux. Donc, diapositive suivante. Donc, j'ai pour rôle de vous rappeler que vous devez répondre à ce questionnaire en utilisant le QR code qui apparaît à nouveau à l'écran ici. Et donc, diapositive suivante. Voilà, donc je dois introduire la simulation relationnelle et effectivement, j'ai une expérience qui a commencé il y a quelques années, on va dire à peu près 6 à 8 ans, et qui actuellement se concrétise par un ED d'annonce des mauvaises nouvelles dans le domaine du cancer pour les étudiants de 4e année, et puis par un séminaire que j'organise pour les internes du 2S d'oncologie que je coordonne et pour la FST de cancérologie. Et c'est un séminaire que les internes apprécient, je crois. Diapositive suivante.
Voilà, alors je vais simplement repartir de la définition de la simulation, qui est de jouer un rôle dans un environnement en partie ou complètement reconstruit, évidemment dans un temps et dans un lieu qui est différent de l'activité de soins réels et dans lequel les actions sont réalisées sans conséquences directes pour le patient. Et donc ça permet de justifier de donner trois justifications au recours à la simulation. Et la première d'entre elles, c'est évidemment des considérations éthiques. On connaît classiquement le jamais la première fois sur le patient. Et c'est vrai que, par exemple, dans le cadre d'une annonce ou d'un dialogue difficile et complexe dans certaines situations avec le patient, on comprend que ce jamais la première fois soit particulièrement important pour la formation des soignants. La deuxième raison, c'est la disponibilité des ressources didactiques, puisque la simulation permet d'exposer les apprenants à des situations qui ne sont pas forcément immédiatement accessibles. Et puis la qualité des apprentissages, puisque ces apprentissages sont contextualisés, évidemment, s'opposent au cours magistral qui est moins, enfin, qui apporte des choses, mais qui certainement ne permet pas d'appréhender en particulier ce qu'on peut appréhender dans la simulation relationnelle. Et donc, la simulation relationnelle, plus spécifiquement, revêt une importance particulière pour mieux se connaître en tant que futur soignant et développer ses compétences relationnelles, que ce soit avec son patient, avec ses patients, que ce soit avec d'autres professionnels de santé. Diapositive suivante. Alors, les bases théoriques, je ne suis pas du tout un théoricien de la simulation relationnelle, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous redonner juste ça permet d'introduire les grandes phases de la simulation relationnelle en pratique, en particulier la théorie de l'apprentissage expérientiel, avec le cycle de Kolb, que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous, en 4 phases, avec une expérience concrète, c'est-à-dire directe, une observation réflexive, une réflexion sur l'expérience, puis une conceptualisation abstraite qui permet une forme de généralisation au sujet de l'expérience, et enfin une expérimentation active qui est l'application au lit du patient ou auprès du patient. Il y a 3 autres éléments, on va dire, théoriques qui permettent de soutenir, enfin, qui sont la base de la simulation relationnelle, l'approche socio-constructiviste, qui souligne l'importance de l'apprentissage collaboratif basé sur les interactions sociales, la théorie de l'auto-efficacité, qui souligne l'importance de renforcer la confiance des étudiants et la bienveillance dans une séance de simulation relationnelle est évidemment un élément juste essentiel dans leur capacité à gérer les situations relationnelles complexes qui sont ô combien fréquentes dans notre métier. D'où l'importance des feedbacks positifs et constructifs. Je pense que c'est un élément que les autres orateurs, oratrices souligneront probablement. Et enfin, le quatrième base conceptuelle, c'est la communication thérapeutique centrée sur le patient, avec pour objet de développer l'empathie, l'authenticité, l'écoute active, et qui permet de placer la relation patient-soignant au cœur du processus thérapeutique. Diapositive suivante. Alors, si on listait, il y a 5 grands objectifs pédagogiques dans un scénario de simulation relationnelle. On n'est pas obligé de tous, évidemment, les avoir dans un scénario donné, mais on peut tout à fait mêler plusieurs objectifs, 2 ou 3 objectifs pédagogiques quand on écrit un synopsis de simulation relationnelle. Donc, les objectifs liés à la communication, en particulier pour développer l'écoute active, maîtriser la communication verbale et non verbale, les objectifs liés aux compétences émotionnelles, qui permet d'apprendre aux étudiants à gérer leurs propres émotions dans des situations qui peuvent être complexes, mais également de reconnaître, d'accueillir et d'accompagner les émotions des patients et de leur entourage. L'objectif 3 est lié aux compétences relationnelles, donc il permet de sensibiliser et d'apprendre à l'étudiant à construire une relation de confiance avec le patient et de savoir gérer les situations difficiles et conflictuelles.
les objectifs liés au raisonnement éthique et réflexif qui permettent d'aider le futur soignant à prendre des décisions dans des contextes relationnels qui peuvent être complexes, refus de soins, annonces difficiles, etc. Et enfin, les objectifs liés au travail en équipe qui permettent de développer des compétences collaboratives interprofessionnelles. Diapositive suivante. Voilà, donc si on résume en fait en quelque sorte, c'est développer les compétences en lien avec l'empathie, la bienveillance, l'écoute active, la communication non verbale et la gestion du stress et des émotions. Diapositive suivante. Voilà, alors le déroulé concret, c'est de rappeler au début de la séance, où il peut y avoir plusieurs synopsis, et bien que la base de cette simulation relationnelle est la bienveillance. Je rappelle aussi souvent qu'on peut rembobiner. Il y a des étudiants, c'est pas fréquent, mais ça arrive régulièrement, qui peuvent s'arrêter en raison d'une émotion trop importante. Donc, il y a cette possibilité d'arrêter et de reprendre. Ensuite, il y a juste avant chaque synopsis qu'on appelle un briefing ou un pré-briefing, puis la mise en situation avec là plusieurs possibilités. Pour des ED où il y a beaucoup d'étudiants, c'est des étudiants avec des étudiants. Ou des étudiants avec des patients standardisés, ou enfin, dans les séminaires que je fais avec les internes, comme ils sont 10 à 12 à chaque séminaire, on peut faire appel aux acteurs grâce à un financement de l'Institut national du cancer, en tout cas pour l'oncologie. Et enfin, le débriefing qui est en fait l'élément très très important, qui est basé sur une analyse réflexive, plus que sur une grille d'observation comme je l'ai mis à la fin, où on voit comment les étudiants, en général en commençant par celui qui a fait le rôle du soignant, on réagit, on analyse avec eux pourquoi ils ont réagi ainsi, et on essaye de faire une synthèse pour boucler la boucle de l'objectif qu'on s'était fixé sur le synopsis donné. Diapositive suivante. Voilà, alors les avantages sont d'améliorer la communication, c'est tellement important, de renforcer la confiance des étudiants qui ont en fait beaucoup de compétences pour un certain nombre d'entre eux sur ces aspects relationnels, mais qui ne le savent pas forcément, de les apprendre à progresser, de leur apprendre à progresser. Les limites sont le coût, les ressources humaines nécessaires, il faut mobiliser beaucoup de formateurs, et ces formateurs doivent être eux-mêmes formés, je pense qu'on y reviendra après. Et enfin, il y a certaines situations complexes, contextes complexes qui sont difficiles à simuler. Il y a d'autres limites qui sont, par exemple, quand j'organise cette ED tous les ans, depuis maintenant 6 à 7 ans, aux étudiants de 4e année, ces grandes salles d'ED sont assez peu adaptées à la simulation relationnelle, mais malgré tout, je pense qu'on atteint un certain nombre de nos objectifs pédagogiques. Et diapositive suivante, je pense que c'est la dernière. Perspectives et pistes d'amélioration. Je pense que c'est toujours important de renforcer cette simulation relationnelle dans les curriculums. Il y a des réflexions, mais c'est du domaine plus de la recherche pédagogique, de l'usage accru de la technologie. Moi, je pense qu'en termes de technologie, c'est surtout, et c'est vrai que c'est possible à Lyon-Sud, je ne suis pas sûr que ce soit possible à Lyon-Ouest, donc nos séminaires avec les internes, on les fait à Lyon-Sud. Et c'est vrai que le fait de filmer et de faire un retour en regardant ce qui s'est produit, en écoutant et en discutant avec les étudiants est un élément qui est très très formateur à mon avis. Donc c'est peut-être plus sur celle-là, j'allais dire, qu'il faudrait insister. Et enfin, la formation des formateurs qui est juste indispensable pour faire en sorte qu'on ait des objectifs précis et qu'on puisse apprendre à débriefer. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Je sais, et je vous rappelle donc, vous pouvez utiliser ce QR code pour répondre au questionnaire. Et s'il y a des questions maintenant ou un peu plus tard, ravi d'y répondre. Je vais arrêter le partage d'écran si tu es d'accord, Pierre. Ah, il n'y a pas aucun souci. Très bien, donc je l'arrête. Et donc, je vais retirer maintenant cette super présentation pour revenir vers vous. Et merci beaucoup Pierre pour cette présentation donc numéro 1 qui était donc le titre « C'est quoi la simulation relationnelle ?»
Donc, ça ouvre le débat, ça permet de rappeler quelques bases conceptuelles. On a du coup quelques temps, en fait quelques minutes d'avance sur le programme, et je te remercie à nouveau, Pierre, pour ce temps. Alors, pour les temps d'échange, il y a des questions. Il y a les questions QR que je vous invite à utiliser en priorité. Donc, si vous observez cette petite barre QR dans le bandeau en haut, vous pouvez y poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, je vais pouvoir, en tant que modérateur, les observer et puis y répondre. Et puis, il y a également le chat conversation, parce que l'on s'est rendu compte que malheureusement, celles et ceux qui se connectent directement en ligne en externe, eh bien, ne peuvent pas accéder au QR. Donc, le chat est également là pour vous permettre de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en ligne. Et moi, à ce moment-là, je les répète directement à l'orateur pour qu'il puisse s'en saisir. En attendant vos questions, puisqu'on a 3 minutes pour répondre, si vous m'y autorisez, je vais poser quelques questions à Pierre. Et peut-être en guise d'introduction, on entend beaucoup des mots de grande tonalité, comme par exemple empathie, bienveillance, ces mots-là qui sont fondamentaux comme un pilier qui permet la confiance entre les apprenants et les instructeurs de simulation, donc tous ces partenaires d'apprentissage. Est-ce que, donc ma question est peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que ces mots-là ne devraient pas aussi au début des sessions être définis pour permettre d'éviter confusion entre sympathie et bienveillance, entre apprentissage et empathie, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? Alors, c'est vrai que je ne le fais pas forcément. C'est une bonne idée. C'est pas toujours facile de définir ces mots. Mais je pense que c'est très, très important de rappeler la bienveillance parce que il faut pas, c'est pas neutre du tout. La simulation relationnelle est un élément qui n'est pas neutre. Il y a une part de théâtre auquel les étudiants peuvent être pas forcément naturellement portés. Il faut se lâcher. Et donc, il faut, je pense, rappeler que je pense que c'est très, très important, hein, qu'il y a une forme de contrat, disons que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se voit pendant l'enseignement, évidemment, ne sortira pas. Je pense que c'est important d'apporter de ces éléments rassurants. Et c'est surtout important de leur rappeler qu'il n'y aura évidemment aucune conséquence s'ils ont l'impression d'avoir totalement foiré leur activité de simulation relationnelle et que ça leur permettra d'apprendre probablement des choses. Voilà, moi je pense que c'est important. Mais tu as raison, il y a des éléments peut-être de définition qui seraient importants de rappeler. La sympathie, c'est pas la même chose que l'empathie, c'est pas la même chose, effectivement, que la bienveillance. Mais c'est pas facile de définir ces mots-là. Alors, je sais pas s'il faut rappeler des définitions ou peut-être insister sur des éléments plus spécifiques. Ok, mais merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre. Et du coup, là, je vois déjà une première question. Merci Eugénie d'avoir ouvert le bal avec les questions. Et donc, la question est la suivante. Comment dépasser les freins que pourraient avoir les personnes sur le fait d'être observées, j'imagine, en simulation Ah ouais. relationnelle? Oui, alors c'est encore plus vrai évidemment dans les enseignements dirigés où les étudiants qui ont des groupes de 30, j'essaye de limiter au maximum, mais c'est pas toujours facile parce que les promotions augmentent. Donc là, effectivement, ils se sont observés, mais et en fait, il y a une autre sensation quand je suis à Lyon Sud et qu'on filme. Là, on est dans une immersion plus importante puisqu'on est dans des vraies salles de consultation ou une vraie chambre, entre guillemets, d'hôpital, mais on se sent quand même observé par la caméra. Et donc, je ne suis pas sûr que ça change énormément les choses. Ça permet peut-être plus vite d'oublier le fait qu'on soit observé. Ça, c'est un élément qui est difficile. C'est une des limites de ces enseignements de simulation relationnelle dans des salles 2D. Même si on peut arriver quand même voilà, avec un peu en ayant réfléchi en amont à la façon d'organiser la séance, je pense qu'on peut arriver à contextualiser un peu il ne faut pas hésiter à demander aux étudiants de mobiliser les tables, les chaises, de telle sorte de créer un espace d'espace
qui leur permettra voilà, d'expérimenter cette simulation. Excellent. Merci beaucoup, Pierre, pour donc cette présentation et puis ces réponses aux deux questions. Je rappelle à tous les auditeurs que les panélistes, donc les intervenants, vont rester avec nous jusqu'à 14h30 et qu'on aura une session spécifique d'interaction avec les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions, même si on passe à la présentation suivante, puisqu'on aura un temps dédié d'une demi-heure pour y répondre, enfin pour poser ces questions et y répondre entre 14h et 14h30. Donc maintenant, on va poursuivre avec la question numéro 2 qui était « Mais quelles applications pratiques pour la simulation relationnelle ?» Et on a le plaisir d'accueillir pour répondre à cette question deux intervenants. Donc la première, c'est Laurence Montrol, qui est cadre supérieur et chargé de mission et qui travaille actuellement finalement dans le département du développement de la formation initiale et de l'intégration professionnelle, donc mission qui est portée actuellement donc, sur le site Clémenceau. Et puis ensuite, on aura Dr Marion Douplat, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, et qui est maître de conférence des universitaires et co-responsable de la plateforme SimLab Santé, qui est hébergée à Lyon Sud, sur le campus universitaire de la faculté de médecine de Lyon Sud. Voilà. Eh bien, Laurence, je te propose de partager ton écran, si tu es d'accord, et de commencer la présentation. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pour l'instant, pas. Oui, ça y est, il faudrait donc le mettre en plein écran maintenant. Et ça va être tout bon. C'est OK pour vous? Oui, c'est parfait. Merci, Laurence. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis chargée de vous parler des applications de la simulation relationnelle en formation paramédicale, donc au sein de nos différents instituts de formation aux HCL. Et pour commencer, avant de parler de ces applications, c'est déjà de recontextualiser qu'est-ce qui a fait qu'on a développé la simulation relationnelle, par rapport à quel contexte et pour répondre à quels besoins de nos apprenants paramédicaux. Tout d'abord, un contexte réglementaire, puisque la simulation, elle est prescrite dans nos référentiels de formation, pour exemple, dès 2009 dans la formation infirmière, mais aussi dans d'autres référentiels de formation paramédicale. Elle répond aussi à un autre contexte de travail, j'ai envie de dire, en national sur développer d'autres conditions d'apprentissage, jamais la première fois sur le patient, pour développer la qualité des soins auprès des patients, et puis aussi qui participe vraiment à un bien-être et à la qualité de vie de nos étudiants qui peuvent s'expérimenter et développer une certaine aisance. Et ça, c'est très important pour eux, pour se sentir mieux dès leurs premiers jours d'arrivée en stage. Quel besoin on a repéré, nous, à notre niveau, c'est tout ce que nos étudiants nous font comme retour suite à leur retour de stage en termes de difficultés. Difficultés en stage pour appréhender le refus de soins, gérer des situations complexes comme l'agressivité, la violence, accompagner un patient en situation de handicap ou de fin de vie. Autant de situations qui sont parfois difficiles à gérer pour un jeune apprenant. Il nous renvoie aussi la complexité de certains apprentissages qui sont peut-être abstraits pour eux. Le raisonnement clinique, comment je développe mon sens clinique. La relation soignant-soigné, c'est quoi le positionnement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la gestion des risques? Et puis, il nous rapporte aussi la difficulté de certains contextes de soins. On voit bien que les parcours de soins se sont complexifiés ces dernières années, qu'il y a eu notamment aussi le développement de l'ambulatoire, qui font que nos étudiants sont amenés à réfléchir vite, à prendre des décisions peut-être plus rapides, et ce qui est pour eux une certaine difficulté. Donc, la simulation relationnelle, pour quel objectif? Je vous donne un exemple là sur la formation infirmière. Par exemple, dans le cadre de l'unité soins relationnels. Donc, c'est une unité qui court sur les 3 années de formation. Donc, on voit que cette formation, il y a beaucoup d'investissements sur développer les compétences relationnelles. Et on voit que les approches vont graduellement dans la complexité. Dans la première année, on est plus sur une approche intrapersonnelle.
où on va être amené à développer la connaissance de soi et sa connaissance de l'autre. Donc, comment mener des ateliers de simulation qui participent particulièrement à ça. On va être sur comprendre la communication verbale, non verbale, c'est quoi négocier, c'est quoi la médiation. Et puis, on va commencer à apprendre les attributs de la relation soignant-soigné. Et ça, toujours en lien avec le raisonnement clinique et infirmier. Bien sûr, parce qu'il faut savoir raisonner, aller rechercher les données qui sont nécessaires pour comprendre la situation des patients. Puis en deuxième année, on continue et on va plus sur une approche qui est sur la dimension interpersonnelle, où on va aller les amener à discuter des situations relationnelles plus complexes, à analyser ses besoins plus spécifiques dans le cadre d'une situation de crise, de deuil, de détresse, de conflit. Et donc, on va les amener progressivement à développer leurs compétences en conduite d'entretien, donc les différents entretiens infirmiers, particulièrement celui de la relation d'aide, et travailler sur toutes les notions d'alliance thérapeutique, relation de confiance. Et on continue graduellement sur la troisième année à aller développer l'approche sur la dimension transgroupale et donc les amener à travailler sur plutôt des modalités de communication, pas uniquement individuelles, mais aussi à des groupes de personnes, à des populations, aux différents âges de la vie. Et puis aussi la dimension de la vie d'équipe, c'est-à-dire qu'ils soient en capacité de se positionner de manière argumentée au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Donc, vous voyez un peu comment la simulation peut s'insérer, parce que dans ces apprentissages qui sont complexes, où on voit bien qu'il y a un besoin d'expérimentation tant individuelle mais aussi collective, qu'il y a un réel besoin d'analyse et de travail réflexif pour prendre des décisions et se positionner de manière adaptée. Donc, pour nous, évidemment, la simulation en santé, vous l'avez compris, est un outil très intéressant pour travailler tous ces domaines. La méthode et le cadre de l'exercice, donc majoritairement dans nos instituts de formation, donc on utilise le jeu de rôle et on fait majoritairement le choix que les apprenants jouent à la fois le rôle du soignant, mais aussi le rôle du soigné. Majoritairement. Pourquoi? Parce qu'on veut leur faire comprendre, leur faire développer la compréhension du vécu du patient. Quelles sont les intentions du soignant, et comment ces intentions peuvent être reçues par un patient, comment il ressent le poids des mots, le poids d'un positionnement dans l'espace. Voilà, donc c'est pourquoi on les fait jouer particulièrement le rôle, ces deux rôles. Pour nous, du coup, ça a une certaine complexité, parce que comme l'a dit mon collègue au préalable, ça leur demande un travail émotionnel qui n'est pas anodin. On travaille sur les ressentis. On travaille évidemment, quelque part, on convoque leur identité professionnelle et par là même leur identité personnelle, et que ça peut réactiver parfois certains vécus plus ou moins faciles et un certain niveau d'engagement de leur part. C'est pourquoi je reviens aussi sur cette notion de précaution, et que c'est vrai que notre objectif prioritaire dans ce type d'atelier, c'est de garantir la sécurité psychologique de l'apprenant en mettant un environnement le plus sécure possible, et toujours avec des débats qui doivent être constructifs et précautionneux. L'intérêt pour nous, c'est l'aspect immersif. Le fait de s'intégrer, d'avoir cet effet tunnel, c'est-à-dire que quand on rentre dans la salle, loin du groupe d'apprenants, ça leur permet pleinement de se mettre complètement dans la situation, de les projeter et de pouvoir avoir un niveau de concentration pour pouvoir travailler vraiment en profondeur la situation à laquelle ils sont confrontés. Et on voit bien l'intérêt de cette immersion pour travailler les compétences relationnelles et d'analyse. Alors les limites, bien sûr, c'est la participation des apprenants. Hein, c'est comment on arrive à leur faire comprendre l'intérêt et comme vous l'avez dit très justement, hein, la préoccupation d'être observé par les autres et la difficulté que ça peut représenter. Donc, c'est tout ce qu'on peut y mettre en tant que pédagogue pour les amener à passer le pas. Il y a aussi le réalisme qui est forcément limité, puisque même si on met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour être au plus près de la réalité, forcément, il y a ses limites. Et bien sûr, qu'il faut des moyens humains, comme on vient de le dire, et que les personnes soient formées pour garantir le cadre de cet exercice.
quelques exemples d'applications pratiques sur nos différentes formations paramédicales. Donc, vous verrez en bleu, là, ces petites vignettes, ces petits post-it bleus qui sont un peu toutes les formes d'entretien auxquelles qu'on a pu réaliser ou qu'on réalise encore. En violet, c'est plutôt quelques propositions, quelques exemples d'accompagnement patient. On mobilise la simulation relationnelle et plutôt en vert, des petites vignettes sur l'approche plutôt groupale et les compétences relationnelles en équipe. Donc, quelques exemples pratiques. Vous voyez que l'entretien de recueil de données, par exemple, c'est un entretien qui peut autant se faire dans la formation aide-soignante, dans la formation infirmière. Elle est aussi réalisée au sein du bloc opératoire. Et puis après, on va aussi sur des choses un peu plus complexes. Comme je vous disais, l'entretien de relation d'aide, est particulièrement développé dans nos formations, hein. C'est une préoccupation d'accompagner la détresse, gérer l'agressivité, les situations de fin de vie. Tout ce qui est aussi du domaine éducatif avec l'entretien motivationnel. Et puis, on monte encore en complexité, comme l'entretien, par exemple, d'annonce d'une erreur médicamenteuse. Ou alors des choses plutôt du entretien d'embauche, négociation, un peu plus facile à aborder. Dans l'aspect de l'accompagnement, vous voyez, celui sur l'accompagnement des aidants dans le cadre de la prise en soin d'une personne en fin de vie, ça, c'est un des scénarios qui est proposé dans la formation aide-soignante, particulièrement. Mais on développe aussi, par exemple, le refus de soins. C'est très demandé dans les différentes formations. Travailler sur le refus de soins dans le cadre d'un accompagnement d'un patient porteur d'une pathologie chronique. Aussi l'évaluation de la douleur totale dans le cadre de la pathologie aiguë, où il y a aussi une composante relationnelle. Et puis, nos collègues ambulanciers nous proposent un scénario sur l'arrivée d'une équipe d'ambulanciers au service des urgences en vue d'une hospitalisation d'un patient âgé vivant à domicile. Donc, on voit bien aussi toute la dimension collective, groupale de ce que l'on va travailler, toutes ces compétences collaboratives qu'on va aller rechercher. L'encadrement aussi des pairs peuvent être un scénario utilisé. Et puis, on va même sur une plus grande complexité encore, c'est le positionnement professionnel, par exemple, dans le cadre d'un conflit, en sein d'une équipe d'anesthésie et de chirurgie. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de ce que l'on fait pour vous montrer un peu les différents niveaux de complexité et vous dire aussi qu'on est vraiment sur une stratégie d'étape, de progression, d'apprentissage, puisqu'on voit bien qu'il y a des niveaux de complexité très différentes. Quels sont les résultats qu'on recherche et nos perspectives? Donc, nous, en tant que formateurs, les résultats recherchés, c'est que nos apprenants appréhendent le prendre soin dans toute la complexité des personnes humaines, dans toutes ses composantes, dans ses dimensions éthiques. Alors, les personnes soignées, mais sans oublier aussi les aidants, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur la prise en compte des aidants et leur accompagnement. Ce qu'on recherche, c'est qu'ils soient tous des professionnels qui sont réflexifs et qui répondent non seulement aux besoins formulés, mais aussi aux besoins non formulés d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ce qu'on recherche, c'est qu'ils développent des compétences. Alors bien sûr, là, l'objet, c'est les compétences relationnelles, mais les compétences relationnelles au service aussi des compétences cliniques, parce que si je développe des bonnes compétences relationnelles, j'ai accès à un recueil de données riche et opportun pour faire un bon raisonnement clinique et comprendre ce qui se joue dans les situations, et aussi développer des compétences collaboratives pour avoir des prises de décision qui sont adaptées et un positionnement professionnel pertinent, tout en intégrant la culture de la qualité et de la gestion des risques. Ce que je peux vous dire en termes de résultats, c'est que le bilan est très positif au niveau de nos étudiants, bien sûr, qui ont une appréhension, comme vous l'avez un peu repéré en ce début de webinaire, pour intégrer ce type de dispositif, mais qui ensuite le plébiscitent grandement parce qu'ils en voient tous les effets en termes d'aisance professionnelle. Et donc, ils sont plutôt à la demande de nouvelles formations et ils nous sollicitent pour ce développement. Et quant à l'aspect du côté des formateurs, là aussi, le bilan sur ce dispositif est très pertinent, très positif. On a des équipes qui sont très motivées à l'idée de développer ces activités de simulation, mais comme on l'a dit, qui sont chronophages. C'est pourquoi on a besoin de ressources pour pouvoir mener à bien tous ces ateliers.
mais qui ont beaucoup de sens pour nous. C'est pourquoi on est vraiment dans cette perspective de continuer à développer nos scénarios, surtout pluridisciplinaires, pluriprofessionnels, parce que ça correspond quand même à notre quotidien, hein, nous, dans nos formations paramédicales. Donc, au-delà d'aller développer ces compétences au sein de nos instituts, on est aussi dans cette recherche de perspectives de collaboration et de travail pluridisciplinaire. Voilà un petit peu pour cette présentation. Je vous remercie et je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Laurence. Je propose que vous posiez effectivement vos questions directement dans le chat et des conversations QR et que l'on passe directement la parole à Marion Douplat pour la suite de la présentation, c'est-à-dire quelles applications pratiques. Merci Marion. Et à toi le micro. Merci Marc. Dis-moi si c'est bon du coup. Alors, oui, ça me semble très bien. Merci. Merci. Donc, je vais enchaîner sur la suite de Laurence, effectivement, pour développer les applications pratiques de la simulation relationnelle. Alors, le but, c'est, pour reprendre, ça a déjà été un peu dit, mais c'est vraiment de recréer des situations finalement dans un environnement réaliste qui va être proche de la réalité de notre travail, de l'hôpital, mais également de la ville, avec deux objectifs: avoir un retour d'expérience immédiat finalement des apprenants et puis pouvoir évaluer les acquis. Alors finalement, quand on fait de la simulation relationnelle, on va s'interroger sur 3 points. D'abord, quelle population on cible? Donc ça, c'est un point très important. Deuxièmement, quels vont être les objectifs pédagogiques de cette formation? Et puis, à partir de quelle situation clinique ou professionnelle on va travailler? Et c'est ces 3 points que je vais développer un petit peu. Alors, la population des apprenants, finalement, elle devient de plus en plus large. Au début, elle a commencé beaucoup avec finalement le patient et le soignant. Et puis, finalement, ça s'élargit. Maintenant, on peut faire les proches, les familles et les soignants, les aidants et les soignants. On peut faire de la formation également encadrant étudiants, cadres soignants, de la formation interprofessionnelle, ce qui est particulièrement riche. Donc, mélanger des professions, médecins, infirmiers, aides-soignants, administratifs, donc beaucoup plus large. Et puis également de la simulation administrative usagée, qui est une demande qui émerge de plus en plus à l'heure actuelle et qui est en cours de développement. Alors, les objectifs pédagogiques, ils vont dépendre un petit peu des thématiques qu'on va pouvoir développer. Alors, des thématiques finalement plutôt simples, hein, qui sont la formation du patient, le refus de soins, gestion de l'incertitude, tout ce qui est autour de l'accompagnement des maladies chroniques, la gestion de conflits. Et puis, il y a des choses plus complexes, comme l'a dit un peu Laurence, hein, les annonces difficiles, cancer, fin de vie, décès. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais c'est pour vous donner des idées. L'annonce d'un dommage lié aux soins, qui est une annonce particulièrement compliquée, les malformations congénitales si on est dans un autre domaine, la gestion de la violence. Donc, en fait, les objectifs vont s'adapter un petit peu en fonction de la thématique. Alors, ce qui est important, c'est que ça concerne toutes les disciplines de santé. Alors là, je vous ai mis la liste de toutes les spécialités finalement médicales, mais qui n'est pas du tout exhaustive, qui sont déjà bien implémentées au pôle de simulation de Lyon-Sud, au SimLab Santé. L'autre message important, c'est que ça concerne tous les professionnels de santé, hein, comme je vous l'ai dit, à la fois les professions médicales, mais également paramédicales de plus en plus larges, avec beaucoup de demandes qui émanent du terrain, et également une population aussi au niveau administratif, que ce soit les assistants médico-administratifs, donc le secrétariat, les agents d'accueil, directeurs. Donc on voit que le panel s'élargit de plus en plus. Un point important aussi, c'est que ces simulations, elles peuvent finalement reproduire un environnement qui se passe à l'hôpital, mais également en médecine de ville, et ça c'est très important, puisqu'on a tout le développement avec la médecine de ville qui se fait et qui est déjà particulièrement avancé, et puis également le domicile, et je vais revenir un petit peu après. Alors finalement, deux aspects dans le déroulement. On peut, comme l'a abordé Laurence, hein, aborder la simulation via deux angles, soit du jeu de rôle, soit finalement du patient simulé. Alors le jeu de rôle, c'est ce qu'on utilise le plus, puisque ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet finalement aux apprenants d'être à la fois dans le rôle des soignants, mais également de la famille, d'un proche, d'un aidant. Donc c'est particulièrement immersif. On va s'appuyer sur leur vécu personnel. Donc des fois, ça fait ressortir des émotions également professionnelles de chacun. On va analyser leur comportement, on va leur refaire un retour d'information sur le propre comportement et puis travailler effectivement les objectifs pédagogiques également de la formation.
Et puis, on a également du patient simulé. Alors, du patient qui peut être simulé via un acteur, via une personne qui peut être volontaire ou même des patients. Donc, c'est plusieurs modalités qu'on a. Et par exemple, si vous avez entendu parler des ECOS, hein, les modalités d'évaluation de nos étudiants en médecine, mais pas que, et ben, effectivement, ça utilise du patient simulé, notamment via des acteurs. Donc, c'est un peu les deux modalités en termes de simulation relationnelle et le jeu de rôle et nous, en tout cas, ce qu'on a développé le plus à Lyon Sud. Alors là, je voulais vous donner un exemple de programme pour être vraiment très concret. Alors, j'ai pris ma spécialité, forcément, et un petit biais, mais on part, par exemple, d'une situation difficile pour les soignants aux urgences, un contexte d'annonce difficile, avec des familles en face qui, finalement, reçoivent une annonce dans un contexte des urgences qui sont des services pas forcément très adaptés et propices à l'annonce. Donc, la situation de départ, ça va être ces annonces difficiles aux urgences. On va cibler les médecins et infirmiers. L'objectif, ça va être de pouvoir finalement réaliser une annonce en binôme. Alors, une annonce, là, en l'occurrence, c'est les décisions de limitation et d'arrêt des thérapeutiques, jusqu'où on va. Donc, discuter d'un projet avec la famille. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir annoncer cela en binôme. Donc, vraiment travailler sur cette interaction interprofessionnelle médecin-infirmier. Et puis, d'autres objectifs comme élaborer un dialogue empathique, pratiquer l'écoute active, la reformulation, qui sont vraiment des compétences relationnelles et de communication. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu un exemple. Alors, comment on travaille? On travaille avec des synopsis sous la forme d'un jeu de rôle, donc avec des synopsis soignants d'un côté, et puis des synopsis pour la famille, les accompagnants, les proches. Alors, on peut mettre 1, 2, 3, 4. En fait, on peut mettre autant d'accompagnants. Alors après, il ne faut pas trop de monde pour pas que ça soit non plus trop complexe. Mais on peut effectivement adapter le nombre et les scénarios ainsi que les relations familiales. Tout ça se joue avec un briefing, un jeu de rôle et un débriefing qui sont repris un peu par Muriel tout à l'heure, donc je vais un peu rapidement. Et puis, il ne faut pas oublier la phase d'évaluation qui est particulièrement importante parce qu'à partir du moment où on met en place un programme de formation, eh ben, il faut pouvoir évaluer le gain finalement qui est obtenu sur les apprenants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec l'environnement de la simulation relationnelle, on peut faire bouger beaucoup de variables de changement. On peut faire varier les intervenants. Effectivement, on peut jouer des patients, des conjoints, des proches, autres, des professionnels. Donc, finalement, c'est très large. On peut mixer des fois du présentiel et du distanciel. Si on n'a pas la possibilité de faire venir tout le monde, on peut faire du débriefing en distanciel, par exemple. On a montré que ça a un effet d'apprentissage qui était très important. Les émotions du patient, de la famille, effectivement, vont pouvoir être modulées en fonction du scénario et de l'intensité, par exemple. Les circonstances de l'entretien également, si on est sur de la consultation programmée ou en urgence. Et puis, le lieu de l'entretien, comme on disait, hein, ville, hôpital, voire domicile. Alors, de manière très concrète, où se passe la simulation relationnelle à Lyon? Là, je voulais vous faire un petit focus. Donc, juste pour vous expliquer qu'à Lyon Sud, donc sur le haut de l'hôpital, il y a la fac de médecine et puis le pôle de simulation à Lyon Sud qui a été créé donc, en 2015 à la suite d'un financement par le programme SAMCI. Et puis, ce pôle s'est progressivement étendu. Donc, à la base, il y avait 500 mètres carrés. Là, c'est une plateforme de 1300 mètres carrés avec l'extension de la plateforme ECOS qui va pouvoir être transformé notamment avec un matériel audiovisuel et adapté à la simulation, et donc qui a été renommé le SimLab Santé. Alors, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on a en termes de locaux. On a des salles finalement très immersives, des salles de consultation. On a des salles d'attente, donc on peut filmer également pour voir ce qui se passe avant finalement les consultations. Donc ça, c'est intéressant. On a la reproduction d'une chambre d'hôpital, donc pour mettre en immersion vraiment que ça soit un box des urgences, mais également une chambre de consultation, une chambre d'hôpital en service. On a également une cabine de téléconsultation, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, il y a également une demande là-dessus sur comment, effectivement, travailler la communication à distance lorsqu'on fait de la téléconsultation. Et puis, on a effectivement des salles de débriefing, et ça, c'est très intéressant, avec un suivi en temps réel et un enregistrement audiovisuel des séances. Donc, ce qui permet finalement aux apprenants d'être vraiment en immersion dans la salle quand ils jouent le jeu de rôle. Et puis aux autres qui assistent à la séance de pouvoir visionner le jeu de rôle. Et puis après, tout le monde se réunit dans la salle pour faire un débriefing commun.
Et puis, on peut reprendre finalement des images qui ont été filmées, qui peuvent venir en support sur le débriefing. Et puis, un projet qui va, on espère aboutir, c'est celui de pouvoir recréer recréer un domicile, un appartement au centre de simulation et de pouvoir finalement reproduire de la simulation à domicile, alors qui peut finalement concerner plein de métiers différents. Alors, j'ai mis une liste, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Mais donc ça, c'est très intéressant, hein, on a nos collègues canadiens l'ont déjà fait et ça, c'est vraiment la plus-value, c'est de pouvoir vraiment se mettre en immersion dans le domicile. En tout cas, on espère que c'est un projet qui pourra aboutir. Alors, un petit focus sur les patients et les familles partenaires, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat juste avant. La nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'on essaye d'implémenter la vision du patient et des familles en termes de simulation, qu'on a impliqué dans trois aspects. D'abord, dans la construction des enseignements, où on leur demande effectivement de pouvoir participer avec nous sur les objectifs pédagogiques, sur les mises en situation, basées sur leur propre expérience. Donc, c'est extrêmement riche. Et donc, ils sont extrêmement moteurs et dynamiques sur cet aspect-là. On les a également impliqués dans les débriefings, c'est-à-dire qu'ils viennent participer aux ateliers de simulation. Et puis, lors du débriefing, en fait, ils donnent leur point de vue, leur vécu, leur savoir expérientiel. Donc, également, là, une vraie richesse et puis une très bonne adhésion à la fois des formateurs et puis des apprenants. Et enfin, on leur a proposé des vidéos témoignages sur une thématique et qu'on partage, par exemple, lors d'un débriefing, qui viennent en complément. Et ça, c'est extrêmement riche aussi. Donc ça, c'est vraiment une grosse dynamique qu'on lance et qu'on espère pouvoir développer de plus en plus, mais grâce notamment à des patients et des familles qui sont extrêmement moteurs. Donc, en conclusion, la simulation, beaucoup d'applications multiples. Donc, il ne faut pas du tout se limiter, se dire que finalement, peut-être que son environnement n'est pas propice. Au contraire, ce que vous vivez au quotidien peut faire office de situation de départ. Donc, il faut partir de ça, des situations qui sont problématiques ou qui vous posent question dans votre pratique pour vous dire, est-ce que ça, on peut le travailler en simulation, décliner des objectifs pédagogiques, bien sûr avec une cible que vous déterminerez en fonction à qui va bénéficier ce programme. Ne pas oublier l'évaluation parce que c'est vraiment la touche finale et bien sûr, ça permet de mettre en valeur le programme et d'en évaluer le bénéfice. Et j'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour votre présentation. Donc, de la même façon, je me répète, n'hésitez surtout pas, ou plutôt même c'est une demande, formulez vos questions sur le chat de conversation ou de Q&R, c'est-à-dire questions-réponses, pour qu'on puisse y répondre ensuite pendant la demi-heure qui va suivre donc de 14h à 14h30. Et donc, je vais tout de suite passer la parole au professeur Muriel Dorédion, qui est gynécologue obstétricienne qui travaille donc au centre hospitalier Lyon-Sud et qui est également responsable du SimLab Santé, donc la plateforme de simulation qui a été déjà un peu présentée par Marion Douplat. La question qui était posée à Muriel était, mais quelles sont les formations pour la simulation relationnelle? On a vu, mais qu'est-ce que c'est que la simulation relationnelle? On voit maintenant quelles applications pratiques pour la simulation relationnelle, avec les deux points de vue expliqués par Laurence et puis par Marion. Et puis maintenant, donc, quelle formation pour la simulation relationnelle? Eh bien, Muriel, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, absolument. C'est en mode diapo. Voilà, très bien. Merci. Parfait. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question, c'est comment fait-on? Donc, ce qu'on voulait vous présenter ici, c'est comment on peut se former à la simulation relationnelle. Donc, vous l'avez vu à travers les interventions précédentes, hein, on a cette face immergée de l'iceberg qui sont ces synopsis, ces cabinets de consultation, vidéos, débriefings, etc. Et en fait, tout ça est relativement bien structuré et répond vraiment à quelque chose qui doit être mené d'un bout à l'autre pour assurer, comme le disait Laurence tout à l'heure, à la fois l'enseignement, mais à la fois la sécurité psychologique des participants. Parce que ça a été dit aussi, hein, l'enseignement en simulation relationnelle, c'est pas neutre. On va y revenir. Donc, une session de simulation, vous voyez,
c'est pas juste les 2 petits scénarios et puis le temps de jeu de rôle, hein. Il y a avant tout, tout un briefing de séance qui a justement pour vocation de fixer le cadre, ce que disaient Marc et Pierre tout à l'heure à propos des définitions, de l'empathie et cetera. En tout cas, un cadre de sécurité psychologique et de présentation des outils qui vont être utilisés. Ensuite, il va y avoir les scénarios qui vont être joués les uns après les autres. Donc sur une session de formation, on peut jouer jusqu'à 3-4 scénarios sur une demi-journée. Et puis une conclusion de cette séance, hein, où on va synthétiser évidemment les acquis de la séance et puis aussi revenir sur l'évaluation de cette séance, c'est très important. Et puis pour ceux qui organisent ces sessions, hein, il va y avoir également toute la part de construction en amont, bien sûr, de préparation. Et puis après, la phase d'évaluation de l'enseignement lui-même pour pouvoir, dans le cadre d'une démarche qualité, faire évoluer cet enseignement, c'est extrêmement important. Donc finalement, déjà, pour faire une session de simulation, il faut bien maîtriser ce cadre. Et donc ça, il faut l'apprendre. Après, la particularité de la formation en simulation relationnelle, eh bien, c'est qu'on va évaluer des compétences non techniques. C'est-à-dire que c'est peut-être parfois plus facile d'aller évaluer quelqu'un sur un geste technique où on va le reprendre sur le fait qu'il fallait faire dans tel ordre, telle chose, selon tel protocole. Là, on va aller évaluer vraiment l'outil de communication et finalement les échanges qui se font entre 2 personnes. Et donc, on va être dans le champ du comportemental et de la communication avec, eh bien, dans ce champ qui s'invite des émotions, des ressentis, des pensées qui vont venir elles-mêmes moduler les comportements et la communication. Et donc, c'est parfois effectivement un petit peu plus difficile, en tout cas pour les étudiants, enfin étudiants au sens très large, hein, que ce soit des professionnels ou des étudiants en formation. Et donc, pour les formateurs, il va falloir pouvoir développer ses compétences en communication, maîtriser ces différentes formes d'empathie, savoir explorer les représentations, connaître les émotions chez l'autre, mais aussi chez soi, parce que lorsqu'une émotion monte chez le soignant, qu'est-ce qu'il en fait? Comment il interagit avec le patient à ce moment-là? Et finalement, le débriefing va consister à explorer, discuter et puis tenter de modifier les éléments qui pourraient paraître inappropriés dans telle ou telle circonstance. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est pas neutre du tout, il y a une vraie implication personnelle des étudiants, mais aussi du formateur. Il ne doit jamais y avoir de mise en échec et c'est un équilibre parfois difficile. Et donc, vous avez le rôle, effectivement, d'apporter ces connaissances, d'arriver à les débriefer à partir de ce qui s'est joué et uniquement de ce qui s'est joué devant vous, et puis d'assurer la sécurité émotionnelle de l'ensemble du groupe et de chaque individu, qui peut être votre coformateur, qui peut être les étudiants, qui peut être l'acteur qui a joué, etc. Donc, tout ça, ça s'apprend, pas d'inquiétude. Il y a déjà des formations qui existent, hein. Vous pourrez les retrouver sur le site de Simulion, dans le petit onglet formation, vous avez les diplômes universitaires et vous allez trouver le DUFOCI, donc, qui est une formation complète sur la simulation en santé, pas uniquement relationnelle, mais qui permet de balayer tout le panorama de la simulation en santé et qui comprend 2 journées entières sur la simulation relationnelle. Et puis, pour une formation un peu plus courte, il y a l'AU, qui est une formation sur la simulation en santé, qui n'est pas spécialement focalisée sur la simulation relationnelle, mais il faut bien comprendre que le cadre de la séance que je vous ai présentée, il est valable pour tout type de simulation. Ensuite, nous, on s'est posé la question de savoir, mais finalement, on n'a pas forcément envie de tout apprendre en simulation, et qu'est-ce que je peux faire si finalement je m'intéresse plutôt à la simulation relationnelle? Alors, si je veux devenir formateur en simulation, par exemple, je suis passionnée par un sujet, j'ai envie de partager mon expérience personnelle, et finalement, je veux la formation qui va me permettre de rejoindre des programmes existants pour animer des formations qui sont déjà préparées. Autre chose, je peux avoir envie de construire un programme de formation en simulation relationnelle. J'ai une idée et donc je veux la concrétiser sous forme d'un vrai programme. Et donc, il faut des modules adaptés. Enfin, il faut évaluer, hein, Marion l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est extrêmement important, à évaluer parce que quand on est face à un outil entre guillemets nouveau, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect ludique, etc., le risque, c'est de se voir se développer plein de formations, mais il faut vraiment aller mesurer l'impact que ça a sur les pratiques du participant. Donc voilà, comment évaluer, comment faire de la recherche pour répondre à des appels d'offres ou pour publier sur le sujet et faire avancer finalement la connaissance en simulation relationnelle. Donc ce qu'on va vous proposer, ça va commencer à partir de la rentrée, les modules vont s'implémenter au fur et à mesure de l'année, mais en tout cas pour devenir formateur en simulation relationnelle, on va vous proposer un module 1 qui sont les bases de la simulation. Alors
Ça va être beaucoup plus évidemment synthétique que ce que vous pourriez avoir dans le DU, et c'est l'objectif aussi, c'est que ce soit plus court pour que ce soit plus facilement accessible pour certains, seuls ceux qui veulent peut-être passer moins de temps sur cette formation. Le module 2, c'est le module, j'allais dire, le plus important pour nous pour la rentrée, c'est comment animer une session de formation en simulation relationnelle. Et puis on proposera pour ce thème-là des modules complémentaires qui vont être autour des outils, les outils de communication, comment mener un débriefing difficile, et puis la gestion des émotions, on en a effectivement parlé précédemment. Pour construire un programme, eh bien, on va proposer un module spécifique sur la création d'une formation en simulation relationnelle, donc savoir former l'ensemble du cadre, hein, préparer, construire en amont avec qui, comment je prépare les informations que je transmets aux formateurs qui vont assurer la formation, et surtout comment je vais aussi organiser l'évaluation dans un dernier module. Ce qui fait que chacun pourra piocher dans les modules qui lui correspondent et finalement, si on fait l'ensemble des modules, arriver à la constitution d'un diplôme universitaire, mais qui pourrait se faire éventuellement sur plusieurs années au fur et à mesure de l'avancée dans les modules. Donc, vous l'avez compris, la simulation relationnelle, c'est une simulation qui est en plein essor. Je crois que le message est bien passé à travers les différentes présentations. On a besoin de formateurs parce que c'est très consommateur en ressources. Et l'objectif pour nous, c'est de proposer une formation qui soit adaptée aux besoins de chacun selon son rôle et ses envies pour pouvoir participer demain. Merci à tous et Marc, je te rends la parole. Merci beaucoup Muriel. Peut-être qu'on peut en profiter pour afficher le QR code, le fameux QR code donc de questions, en fait de petits questionnaires, et on vous invite, vous toutes et tous participantes, à bien vouloir flasher ce QR code avec vos téléphones si c'est possible, ou éventuellement faire un copier-coller de l'adresse mail pour obtenir quelques réponses qui concernent ce webinaire, mais aussi des webinaires auxquels vous voudriez éventuellement assister, des questions qui vous interpellent, qui vous intéressent concernant la simulation en santé et les diverses modalités. Donc, merci à toutes et tous de tester, donc d'essayer de flasher ce QR code et de répondre aux diverses questions. C'est très, très rapide, hein, ça prend 2-3 minutes. Ça va me permettre également de regarder les différentes questions qui sont posées dans la conversation et dans les questions-réponses. Donc tout d'abord, et avant d'oublier, un grand merci à toutes et tous les orateurs pour vos présentations, qui, moi, j'ai trouvé étaient très claires et aussi très inspirantes, et donc, du coup, qui laissent probablement un peu de place pour un certain nombre de questions. Alors, les questions, si je regarde un peu en même temps, donc en simultané, pendant que vous êtes en train vous-même de répondre à ce petit questionnaire, eh bien, je vais les reformuler donc, dans l'ordre auquel je les vois. Donc, je remercie Elodie pour sa question qui demandait il y a quelque temps si les techniques de CNV, alors j'imagine que c'est la communication non violente, donc que les techniques de CNV sont-elles utilisées dans les simulations relationnelles? Et cette question-là, elle va faire ensuite un peu écho à d'autres questions qu'on va pouvoir se poser et qui ont été posées également par un certain nombre de participants. Donc, peut-être que cette question-ci, on pourrait la poser d'abord à Marion et puis à Laurence, et puis ensuite pour lesquelles Muriel pourrait compléter. Donc, Marion, tu veux commencer? Oui, alors je pense que notre experte, c'est Muriel en communication non violente, donc je vais lui laisser la parole. Vas-y, Marion. Alors c'est vrai que moi je me suis formée à la communication non violente, hein, dans le but aussi de participer, enfin de l'implémenter dans ses enseignements. Et c'est un outil effectivement extrêmement intéressant pour travailler tout ce qui est l'écoute active, pour travailler l'interrogation du besoin, de l'intention, parce que finalement on peut être vite blessant avec des mots, hein, que ce soit nous avec nos patients ou avec nos étudiants. Et finalement, la CNV, elle est intéressante parce qu'elle permet de poser les mêmes questions, mais différemment, de façon beaucoup mieux vécue. Et typiquement, je donne toujours l'exemple aux étudiants, hein, au lieu de dire pourquoi vous ne voulez pas ce traitement, qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas ce traitement, essayer de comprendre les intentions qui sont derrière les mots prononcés. Et ça, c'est vraiment effectivement le champ de la CNV qui nous l'apporte. Ok, merci beaucoup. Laurence, tu veux répondre un peu à cette question? Oui, donc en effet, on le mobilise dans nos formations, hein. Alors, ce n'est pas le seul référentiel que l'on a, hein, puisqu'on va mobiliser, alors pour les infirmiers, beaucoup nos sciences infirmières, hein,
Et on a travaillé notamment avec des notions d'empathie, de relation d'aide, voilà, par rapport à des auteurs comme Peplo, voilà, qu'on va remobiliser pour donner une assise de compréhension sur un plan théorique pour comprendre qu'est-ce qui se joue. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comment, parce qu'on a tout un pan de concepts qu'on travaille en amont de la simulation, et la simulation nous permet justement de rendre concret ce qu'on a peut-être présenté et qui était peut-être abstrait un peu pour nos apprenants. Et la communication non verbale est un des éléments théoriques que l'on aborde. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'un autre orateur veut compléter ses réponses? Ok, donc merci beaucoup pour cette question et ces réponses. Du coup, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat, en directement un peu dans cette thématique ou dans la veine de cette question. Et je pense que ça fera le reflet aussi probablement de la question posée dans les conversations par Rémi Collomb. Donc merci beaucoup Rémi pour ta question. Mais finalement, on entend parler de sécurité psychologique, d'émotion. On entend parler de tout un tas de pendant de la communication et de l'interprofessionnalité, mais faut-il nécessairement avoir une formation de psychologue, de psychiatre, de sociologue, ou que sais-je, ou quelqu'un qui est psychologue, sociologue, psychiatre, etc., lorsque l'on réalise nos formations en simulation? Et cette question, eh ben, je vous la pose ouverte à tous les quatre. Alors, moi, si je peux intervenir, Marc, effectivement, c'est une vraie question qu'on a de se dire, effectivement, est-ce que il faut avoir une expertise psychologique, psychiatrique, finalement, pour analyser le comportement humain? Et finalement, pour l'avoir beaucoup pratiqué, la réponse est plutôt non, c'est-à-dire que c'est pas du tout une obligation. On a, en se formant à la simulation, par l'apprentissage finalement du débriefing, de l'analyse des représentations, la communication non violente qui nous donne des outils également. Ce que peut apporter par contre la place mais d'une psychologue ou d'un psychiatre, mais j'allais dire d'un autre professionnel, parce que ça fait lien avec une autre question, c'est la richesse au niveau du débriefing. Et par exemple, avec Laurence, on a animé des séances ensemble, médecins, infirmiers, enfin cadre en fait de santé, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit la pluralité finalement des expériences, des points de vue, et à mon avis, c'est ça la richesse. Et c'est plutôt la complémentarité. Et alors là, le seul inconvénient, c'est qu'on disait déjà que la simulation, c'est chrono, ça prend beaucoup de ressources humaines. Mais si on met deux débriefeurs, en fait, deux formateurs pour chaque séance, ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est à chaque fois que j'ai vu l'interdisciplinarité dans les formations, dans le débriefing, c'est là où j'ai trouvé la plus grande richesse. Donc c'est à mon avis là-dessus qu'il faut miser. Et en fonction de la thématique de la simulation, on peut effectivement mixer des spécialités différentes et pas forcément que l'aspect psychologique ou psychiatrique. Ça ne veut pas dire qu'on exclut nos collègues, loin de là, hein. Peut-être que ça sera important dans certaines thématiques, mais pas toutes en fait. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que d'autres veulent compléter? Oui, ben, moi je vais donner ma vision des choses. Je pense pas du tout qu'il faille être un expert psychiatre ou un psychologue. Je pense qu'il y a une technicité à connaître et j'apprécie énormément les formations que vous êtes en train de mettre en place avec différents types de gradations, si on peut dire, en fonction de ce qu'on veut faire. Je pense qu'il est indispensable que les praticiens, que les patients experts ou patients qui participent à ces enseignements soient formés. Ça, c'est indispensable. En particulier pour les patients, je pense que c'est très, très important qu'ils soient vraiment, pour le coup, briefés en amont. Et l'expérience que j'ai avec Annick Girard, c'est qu'un certain nombre d'entre eux, finalement, n'en font qu'un et ne reviennent plus parce que ça les bouscule trop. Mais pour ce qui est des praticiens ou des enseignants, je pense que en dehors d'une formation qui, à mon avis, peut être assez courte, peut-être dans cette formation d'expérimenter la simulation soi-même, parce qu'on l'a pas tous fait, hein, en particulier pour ceux qui ont mon âge, que je ne donnerai pas. Moi, j'ai jamais fait de simulation quand j'étais étudiant. Je pense que c'est très important d'être formé, mais il n'y a absolument pas besoin d'être spécialiste dans tel ou tel domaine que tu as cité.
les étudiants sont très, très avides de l'expérience aussi que peuvent rapporter les praticiens à l'occasion de ces expériences de simulation. Ça, c'est des éléments qui sont très, très importants. Et donc, ça, c'est chacun apporte son expérience personnelle. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Laurence et puis Muriel, vous vouliez intervenir. Alors, Laurence, peut-être en premier. Je voulais dire juste que je partageais ce qui vient d'être dit, puisqu'on est vraiment dans une approche plus professionnelle, on est plus dans un partage d'expériences professionnelles. Par contre, en effet, on peut être amené à repérer une fragilité ou une vulnérabilité. C'est pourquoi nous, la précaution que l'on prend, c'est toujours de proposer un temps après la séance, c'est-à-dire toujours une ouverture en disant s'il y a quelque chose qui a résonné un peu trop fort en vous, voilà, toujours laisser cette porte ouverte, dire vous pouvez nous venir ou nous interroger. Et c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on est des formateurs, mais professionnels soignants, qui fait qu'on on a cette capacité aussi de pouvoir les orienter si on repère une situation de vulnérabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne le traite pas dans l'atelier, mais on peut au moins orienter. C'est extrêmement rare, mais ça fait appel à une situation que j'ai vécue. Voilà. Entendu, merci beaucoup. Muriel? Alors, c'est vrai qu'à Lyon Sud, on travaille effectivement avec une psychologue de la santé, hein. Elle intervient soit directement dans certains enseignements comme co-formatrice. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire des deux, des formations avec Véronique Christophe comme co-animateur, ou des patients partenaires ou seuls. Donc, je suis complètement d'accord avec la vision interprofessionnelle, finalement. Ça reste enrichissant, l'interprofessionnel, quel qu'il soit. Après, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir un regard un peu de supervision, c'est-à-dire à qui, pour le coup, le psycho, on va pouvoir aller lui débriefer avec lui une situation qu'on a vécue avec un groupe ou quelque chose qui est particulière et d'avoir un retour. Je trouve qu'à chaque fois, moi, en tout cas, ça m'a permis d'enrichir mon enseignement pour la fois d'après. Et je trouve que c'est important d'avoir en tout cas cette compétence, alors soit en amont, soit en aval, mais en tout cas que les enseignants puissent à un moment discuter s'ils en ressentent le besoin, voilà, parce que c'est pas non plus toujours évident d'être formateur en simulation relationnelle. On peut tomber facilement face à des situations un peu plus complexes, voilà. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette compétence à proximité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tous être psy pour débriefer et qu'il ne faut pas un psy à chaque séance parce qu'effectivement, là, on va consommer toutes les ressources de l'hôpital et on ne s'en sortira pas. Mais en tout cas, la supervision, c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien à cette question provocatrice, la réponse, ça serait bien non, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette formation préalable, mais ça représente quand même un plus et des opportunités pour les apprenants. Et donc, à nous de nous en saisir effectivement dans nos formations, même si, et j'ai vu cette réponse aussi dans le chat, la formation en simulation prime aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a besoin d'une formation en simulation avant de se sentir à l'aise et autonome pour organiser des sessions de simulation. Alors maintenant, si vous me permettez encore, je vais aller projeter dans un autre sens. Et là, ça reflète une question que j'ai vue et qui m'a agréablement surpris. C'est, mais est-ce qu'il y a une place pour les patients en tant qu'observateurs de ces simulations? Donc, on passe plus maintenant du psychologue ou du psychiatre, du spécialiste, j'allais dire, de la pensée, de l'histoire des personnes, etc., mais plutôt vraiment sur le côté patient. Donc, est-ce que les sessions de simulation relationnelle devrait intégrer, doit systématiquement intégrer un patient, potentiellement un vrai patient, ou un vrai patient, en tant qu'observateur de ces sessions et potentiellement participant aussi activement lors des débriefings de la simulation relationnelle. Et là, cette question, eh bien, on peut la poser éventuellement aussi donc à Pierre, Marion et puis Laurence. Ouais. Moi, je vais juste, enfin, je vais redire ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure et en détaillant peut-être un petit peu plus. Nous, on a dans nos ED la chance d'avoir la participation. Dans nos ED, il y a 2 praticiens qui viennent et puis il y a un représentant patient expert du groupe de Lyon-Ouest qui sont des personnes formées et parfois ne vont pas au premier ED parce que après avoir discuté avec
avec le groupe, avec leur groupe, au sein de leur groupe, ils considèrent que c'est trop difficile pour eux de le faire, ou qui participent une fois et qui ne reviennent plus, et le plus souvent qui finalement, ayant maturé une réflexion, vont participer à ces ED. Mais là aussi, ça nécessite une formation. On a pu modifier aussi nos synopsis, faire évoluer nos synopsis avec ces patients experts. Et puis plus récemment, depuis 2 ans, on a la participation d'adolescents et jeunes adultes qui ont eu un cancer dans leur vie, qui ont plutôt comme, on va dire, comme âge 25-35 actuellement, et qui participent aussi à la séance. Et là aussi, ils ont été formés. Là, ça a fait partie d'un parcours qu'ils ont réalisé, je crois, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, qui est à Sciences Po Paris et qui correspondait en fait à leur stage. Et puis, ils ont continué cette année. Donc, c'est tout à fait possible. C'est très enrichissant d'avoir des patients, mais par contre, eux, probablement encore plus que les formateurs, il faut qu'ils soient formés voilà, parce que c'est pas anodin de raconter son expérience à l'occasion du débriefing. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que d'autres souhaitent compléter? Ah oui, effectivement, à Lyon Sud, on a depuis 1 an intégré les patients, les mêmes que Pierre, celle du pôle patient qui est donc il y a un pôle patient Lyon 1, il faut le savoir, c'est très intéressant. Des gens extrêmement motivés pour venir participer aux enseignements, construire les enseignements, évaluer les enseignements. Et donc, par exemple, nous, on a intégré un patient partenaire sur tous les ateliers de simulation relationnelle pour les étudiants de 4e année. On a fait l'année dernière 100 patients, on a fait cette année avec un patient systématique par groupe. Je sais que certains collègues médecins m'ont dit a posteriori, oh là là, comme je t'ai détesté, le jour où j'ai vu qu'il y avait des patients. Et en fait, à la fin, on nous appelait plutôt pour nous dire, mais pourquoi j'ai pas de patient aujourd'hui? Donc, la complémentarité du patient, sa façon de dire les choses, quand vous, enseignant, vous expliquez que si le patient peut entendre ça, c'est une chose, mais quand le patient dit je suis capable d'entendre ça, peut-être pas sous cette forme-là, peut-être que tu pourrais éventuellement voilà, utiliser tel autre moyen ou tel autre moment ou tel autre, pas cette consultation-là, mais une autre, le message passe de façon excessivement différente, y compris sur des choses, j'allais dire, très basiquement comportementales qui sont parfois un peu difficiles à transmettre. L'étudiant qui arrive avec la casquette à l'envers, le Bermuda, etc. Et le patient lui dit, écoute, je te préviens, moi, un médecin comme ça, voilà ce que ça m'inspire. Et ben, la fois d'après, l'étudiant, il vient habillé tout différemment. Alors que finalement, l'enseignant passe un peu pour le redresseur de torse, il va sur ce champ-là. Donc, le patient apporte vraiment beaucoup. Et là, on va évaluer cet enseignement avec eux et on est en train de travailler, comme le disait Pierre, avec le groupe des patients partenaires justement pour travailler au recrutement de patients. Parce que là aussi, c'est très consommateur de ressources. Et comme le dit Pierre, hein, il y en a qui vont venir une fois et pas deux parce que c'est quand même très, ça peut remuer beaucoup en tout cas. Nous, on fait des enseignements transversaux qui sont quand même peuvent être durs pour des patients, hein, puisqu'on va, de la simple information préchirurgicale, par exemple, jusqu'à l'annonce d'un décès ou d'une limitation de soins. Donc ils peuvent entendre plein de choses et ces patients, ils ont besoin d'être préparés, d'être accompagnés, d'être eux aussi mis en sécurité. Donc c'est, aussi un travail de longue haleine et on a besoin aussi de ressources dans ce champ-là. Ok, merci beaucoup. Merci Et beaucoup pour ce complément. ouais, pour compléter sur cet aspect-là, des fois, quand on n'a pas la possibilité de faire venir les patients en débriefing présents avec nous, on peut, ce que je disais tout à l'heure, faire des supports vidéo en fait, où ils expliquent en fait leur vécu. Moi, je l'ai utilisé notamment un programme de recherche qui implique notamment la simulation et c'est extrêmement puissant, même si le patient n'est pas là. De par finalement son témoignage en vidéo sur la thématique qu'on développe en simulation, c'est tout à fait complémentaire. Donc on voit qu'on peut utiliser les outils également pour nous aider à implémenter la présence du patient, qui est à mon avis fondamentale dans les aspects de simulation. Excellent. Très bien. Ok, alors je vais me permettre une autre question. Alors parfois, ou plutôt on a entendu parler dans vos présentations respectives de simulations qui sont interprofessionnelles ou interdisciplinaires, donc ça veut dire plusieurs professionnels de santé, hein,
Donc on pourrait dire classiquement l'image simple du binôme médecin et infirmier, mais ça s'applique évidemment à beaucoup d'autres professions, et parfois il n'y a pas forcément de médecin, hein, ça peut être kinésithérapeute avec ergothérapeute, etc. Donc dans cet aspect interprofessionnel, est-ce que lorsque l'on réalise une simulation, on doit avoir une certaine répartition des rôles dans le débriefing? Et donc ça, c'est une question qui nous a été posée par Patricia. Est-ce que le débriefing doit être conduit également en interdisciplinarité? Donc le débriefeur qui va s'occuper plus spécifiquement de son champ de compétences de formation, donc de sa discipline. Voilà une question pour vous tous. Alors moi, je peux intervenir. Moi, je pense que effectivement, on l'a déjà abordé tout à l'heure, mais effectivement, à partir du moment où on va mêler l'interdisciplinarité, notamment dans le scénario, il faut plutôt implémenter effectivement des formateurs qui auront chacun une casquette avec les professions représentées. Alors après, si on mixte plusieurs 3 ou 4 professions et que finalement on n'a pas un représentant à chaque fois, c'est pas une obligation parce qu'on va pas être à 4 formateurs. Mais je pense à des scénarios aux urgences où on a mixé infirmiers, aides-soignants, médecins. Et ben effectivement, on avait un médecin et un paramédical qui était là pour débriefer. Donc c'est beaucoup plus intéressant et aussi pour ranimer le groupe en fait, d'avoir un représentant de chaque catégorie. Donc en fait oui, plutôt oui. Voilà, je sais pas le retour des autres formateurs, mais en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, c'est plus enrichissant. Ok, merci. Laurence? Je viens pour partager la même chose que ce que dit Marion. Je trouve extrêmement intéressant la complémentarité des regards. Parce qu'en plus, on parle avec, on a des mots hein, aussi qui résonnent plus ou moins en fonction du public. Et on vient compléter, en fin de compte, le ressenti sur la situation par rapport aussi à notre culture professionnelle. Et je trouve que c'est très enrichissant. Et je suis d'accord avec Marion, je partage, je crois que mes plus belles expériences, c'est mes expériences pluriprofessionnelles. Parce qu'il y a vraiment un enrichissement supplémentaire de par ce partage. Ok, excellent. Alors, je vais poser une petite question un peu plus, comment dire, un peu plus précise aussi pour Laurence. Laurence, moi j'avais vu et j'avais entendu dans ta présentation, donc parler de curriculum, mais tu parlais aussi finalement de la discussion dans des potentiels conflits ou alors éventuellement dans ce qu'on appelait l'assertivité, c'est-à-dire dans des situations de participation ou d'observation à des conflits interprofessionnels ou interdisciplinaires pour lesquels des professionnels de santé, donc d'une autre profession encore, pourraient avoir une attitude attendue et ça pouvait se travailler en simulation. Donc, pour donner un exemple concret, par exemple, que j'avais cru comprendre, imaginons un conflit ouvert dans un bloc opératoire entre un chirurgien et un anesthésiste réanimateur, et puis du coup, une formation à mais comment faire en tant qu'IBOD, en tant qu'IAD, pour intervenir dans cette situation qui est très génératrice de malaise. Et donc, en fait, j'entendais là-dedans finalement une formation d'assertivité, donc à la différence du refus d'agir, hein, du fait de vouloir s'enfuir et de ne pas pouvoir donc de rester silencieux. Et donc, j'avais l'impression que c'était aussi finalement un pied pour rentrer dans la simulation managériale et puis aussi dans le fait de travailler sur la culture d'équipe, donc finalement d'inspirer des nouveaux comportements à l'échelle non seulement d'une personne, mais aussi d'un département de soins, voire d'un hôpital. Comment vous arrivez à monter ce type de formation? Est-ce que ça présente un intérêt? Est-ce que c'est perçu comme tel par les apprenants? Est-ce que c'est facile? Quand est-ce qu'on se met dans ce type de formation par la simulation relationnelle? Alors, je ne l'ai pas mené moi personnellement, donc ce qui fait que j'aurais un peu peut-être de mal à être très précise. En tous les cas,
Je trouve ça extrêmement pertinent, justement, d'aller travailler cette dimension groupale et toutes ces compétences collaboratives. Et je trouve que c'est intéressant d'aller jusqu'à travailler le conflit, finalement, d'aller de la simplicité dans nos relations, nos transmissions, parce que c'est important, hein, de bien collaborer. Je vois ce qui est fait sur l'IFA, hein, c'est comment on arrive en ambulance en transportant un patient et comment on est accueilli par l'autre équipe et comment on se transmet l'information pour l'hospitalisation. Et c'est bien aussi d'aller sur des zones un peu plus, voilà, plus complexes qui est le conflit au synagogue. Je ne l'ai pas mené personnellement, mais voilà, je trouve qu'il faut aller jusque-là, peut-être, pour essayer, tout à chacun, de réfléchir à l'impact des contextes de travail, à l'importance, comment dire, des modalités de collaboration, du choix des mots aussi qu'on emploie, et qu'on travaille tous sur notre posture pour qu'on soit dans des attitudes constructives en interéquipe. Voilà. Mais après, je ne pourrais pas en dire plus parce que je ne l'ai pas mené, donc voilà. Ok, merci beaucoup, Laurence. Est-ce que d'autres veulent réagir par rapport à ça? Sinon, moi, j'avais envie de vous poser deux questions et je vais vous les poser donc simultanément pour que la seconde, vous puissiez, vous, en tant qu'expert du panel, là, y songer parce que je ne voudrais pas vous prendre de cours. La deuxième question, donc celle pour laquelle vous allez peut-être répondre par ordre d'intervention, donc d'abord Pierre, ensuite Laurence, ensuite Muriel et puis ensuite Marion et puis ensuite Muriel. Mais finalement, quelle est votre plus grande satisfaction dans la réalisation de d'une ou de votre expérience de simulation relationnelle? Et peut-être quelle a été la difficulté ou votre vœu pieux sur comment vous voudriez que ça puisse progresser? Donc ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est concernant les outils. On a entendu parler un peu d'outils, on pense au numérique, on pense à l'intelligence artificielle, tous les outils qui émergent, etc. Quelle est la place potentielle dans le relationnel où on veut de l'humain? Quelle est la place des outils? Et est-ce que ça doit être privilégié? Au contraire, est-ce que ça doit être éloigné au maximum? Comment on s'en sert dans les formations? Donc, question plus pour Muriel et dans la formation des formateurs, plus pour Muriel, et puis dans les réalisations des simulations pratiques. Quelle est votre expérience là-dessus? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, Pierre, on ne t'entend pas. Excuse-moi, Voilà. comme la question était longue, Marc, du coup, Oui. je crois que tu voulais que je commence, mais je ne sais pas. Alors, Donc, oui, la première question, donc un peu pour tout le monde, c'est les outils. Est-ce que les outils actuellement, le numérique, etc., ça a de la place dans la simulation relationnelle? Comment vous l'utilisez ou comment vous ne l'utilisez pas? alors, j'avais entendu parler d'un projet à Aix-Marseille, je crois, qui est en cours et qui développait des lunettes de réalité virtuelle pour l'annonce d'une complication après une endoscopie, une perforation. Donc c'est peut-être de ça dont tu veux parler, ces progrès technologiques. Moi, je pense qu'il faut évidemment encourager la recherche pédagogique dans tous les domaines et dans tous les domaines, mais je pense que pour le quotidien, la bonne vieille simulation relationnelle avec un humain est largement bénéfique pour les étudiants. Voilà ma réponse pour les aspects technologiques. Ok, très bien. Les autres, est-ce que vous voulez compléter? Un peu particulièrement. Alors du coup, la dernière question avant de passer à la conclusion. Quelle est votre plus grande satisfaction en termes de simulation relationnelle? Donc, question dans l'ordre. Pour toi, d'abord, Pierre, à nouveau. Ensuite, Moi, pour Laurence, Marion. j'ai trouvé que c'est un enseignement qui j'ai toujours plaisir à aller faire ces ED ou ces séminaires. Je trouve que c'est un enseignement qui est très enrichissant. Il y a voilà, ça sort des aspects très livresques et théoriques. Ça permet non seulement d'améliorer les compétences et d'augmenter les compétences relationnelles des étudiants, mais ça permet aussi, en fait, aussi de savoir remobiliser les compétences livresques.
Et donc, ces deux aspects-là, je trouve, sont vraiment intéressants. Peut-être l'élément difficile, c'est que c'est assez rare, hein, vraiment, c'est assez rare, mais il arrive parfois que des étudiants, d'ailleurs pas forcément ceux qui font la simulation, mais qui participent au débrief après, soient très bouleversés par voilà. Et c'est vrai que ça, c'est évidemment des situations qui sont pas très faciles à gérer. Mais bon, je pense qu'il faut peut-être extraire à ce moment-là la personne, et pas forcément d'ailleurs, parce que des fois, voilà, il surmonte le moment difficile. Voilà, hein, les bons moments les plus fréquents, et puis dans des rares cas, des difficultés de ce type-là auxquelles il faut avoir réfléchi avant dans ces formations que vous organisez. D'accord, merci Pierre. Laurence? Alors, moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand je vois que nos apprenants, alors je parle de nos apprenants en formation initiale, hein, bien sûr, prennent conscience que la relation soignant-soigné demande des compétences relationnelles professionnelles. C'est-à-dire qu'ils partent tous du principe, très souvent, que beaucoup de choses sont innées. Et on a quand même une certaine difficulté au démarrage à leur faire comprendre qu'il faut professionnaliser la relation. Et je trouve que c'est un outil superbe pour leur faire prendre conscience que je disais, certains concepts un peu abstraits, et de remarquer que finalement, c'est extrêmement technique. Quoi de plus technique que de savoir adapter sa relation aux différents contextes de vie des patients et aux différents types de comportements des patients. Donc ça, c'est la plus grande satisfaction. Il faut un peu de temps, ça ne se fait pas en une fois. Mais voilà, et j'ai pu repérer parfois certains étudiants qui étaient beaucoup dans la résistance dans cet apprentissage, qui n'est pas simple, on l'a dit, et de voir qu'ils sont arrivés au bout des 3 ans, ça, je trouve que c'est la plus belle réussite. La Ok. plus grande difficulté, je pense qu'on l'a un petit peu, on l'évite en étant toujours à deux dans ces ateliers. Voilà, ce qui fait que même s'il y a des difficultés, il y a toujours une personne qui reste avec le groupe, l'autre qui gère la complexité. Et ça, disons que en tous les cas, moi, je me suis jamais trouvée dans une situation d'extrême complexité. Finalement, je dirais que ma difficulté, c'est d'avoir les ressources pour pouvoir faire tous les ateliers que j'aimerais faire. Et je pense que dans nos instituts, c'est ça actuellement. Ce qu'on voudrait, c'est développer plus et avoir les ressources humaines pour pouvoir réaliser D'accord. toutes nos idées. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurence. Donc, je laisse la parole à Marion et Muriel assez rapidement parce qu'il faut qu'on laisse ensuite les 3 minutes de la fin à Thomas. Merci. Donc, très rapidement, la plus grande satisfaction, c'est qu'il n'y a pas une formation qui est pareille, même si effectivement on donne un cadre et que du coup les objectifs pédagogiques sont précis, du fait de la pluralité finalement des intervenants, il y a une richesse qui est très importante et qui est très bénéfique pour le formateur. Donc je dirais qu'on apprend autant que les apprenants. Donc ça c'est super. Et la plus grande difficulté, c'est comme Laurent, c'est on doit en faire plus, mais on manque de ressources. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Complètement d'accord. On va laisser le mot de la fin à Thomas, mais effectivement, c'est un enseignement qui est quand même extrêmement enrichissant pour celui qui le donne. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et puis de voir des étudiants qui, comme l'a souligné Laurence, arrivent avec la conviction que c'est inné et c'est comme ça, je suis comme ça et je ne peux pas faire autrement. Et qu'en fait, il y a des techniques, ça se travaille. Et ça se travaille pour le bien du patient, mais pour le sien aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça permet aussi de travailler beaucoup de sujets sur la prévention de l'épuisement professionnel, avec peut-être savoir parfois mettre de côté sa volonté de sauver tout le monde, de convaincre tout le monde. Voilà, donc c'est des notions qu'on aborde aussi et voilà, c'est vraiment un enseignement passionnant. Merci Ok, à vous. merci beaucoup. Merci beaucoup et merci donc à Thomas, donc le directeur médical de Simulion, de nous permettre une belle conclusion de ce séminaire. Bon, merci beaucoup, Marc. Écoutez, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des orateurs, les quatre, Pierre, Laurence, Marion et Muriel, pour la qualité de leur présentation. Et puis, donc, voilà, je les félicite. C'était vraiment très, très intéressant. Et je te remercie aussi, Marc, d'avoir animé le webinaire pendant 1 heure et demie. On a eu un webinaire très interactif avec beaucoup de questions de la part de l'audience, hein, ce qui fait que les gens étaient intéressés. Et ça, on savait que la simulation relationnelle intéressait beaucoup de gens, mais il faut encore pouvoir les intéresser via un webinaire, et je pense que vous y avez parfaitement réussi.
Alors, pourquoi on a organisé ce webinaire au sein Là, vous avez toute l'équipe de Simulion qui est connectée, hein. Donc, pourquoi on a décidé ensemble d'organiser ce webinaire il y a quelques mois? Eh bien, c'est parce qu'on voulait aller au contact des personnels des Hospices civils de Lyon et au-delà qui font de la simulation relationnelle déjà et avec qui on n'est pas forcément, nous, en contact au sein de Simulion. On sait qu'il y a de la simulation relationnelle qui est faite, qui est effectuée aux Hospices civils de Lyon. Et donc, c'était important pour nous d'expliquer que la simulation relationnelle, ça doit être structuré et ça doit être bien identifié par Simulion. Et on aimerait que les gens qui font de la simulation relationnelle le fassent de manière plus visible, quelque part, grâce à Simulion, aux différents outils que l'on a, que je vais vous présenter pour cela. Alors, on a effectivement le site internet dont on a parlé brièvement tout à l'heure. On a un site internet Simulion que je vous invite tous à aller voir, hein, à aller vous connecter sur ce site-là. C'est un site récent qui a quelques mois où vous avez toutes les informations sur les professionnels qui animent Simulion, entre guillemets. Alors, on a le trio opérationnel auquel j'appartiens pour la partie médicale, mais on a aussi Marie-Juliette Auby, qui est notre directrice administrative de Simulion, et Ghislaine Godillère, qui est la référente paramédicale du trio opérationnel. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ces personnes-là si vous souhaitez eh bien que l'on intègre les choses que vous faites ou qu'on les labellise Simulion, ce qui donnera beaucoup de visibilité aux formations que peut-être vous faites déjà. L'autre élément qui est très important à dire, c'est qu'au sein de chacun des groupements hospitaliers des Hospices civils de Lyon, il y a un copil local Simulion. Donc, on n'est pas forcément obligé d'imaginer qu'on va devoir aller en centrale, au Quai des Célestins ou que sais-je pour se présenter pour faire de la simulation. Non, il suffit d'aller sur le copil local, au copil du groupement hospitalier centre à Édouard-Herriot, ou bien à l'est, ou bien au nord ou au sud. Il y a un copil local qui va vous permettre de bien vous repérer aussi, de bien vous identifier et de vous aider, de vous apporter de l'aide si vous avez besoin de matériel ou bien de personnel qui peuvent être mis à disposition, ou des formateurs qui sont déjà diplômés pour organiser des formations. Alors voilà, les copiles locaux, c'est extrêmement important à rappeler. Il faut aller les contacter sur chacun des groupements. Et puis, dernier élément, bah oui, c'était un gros succès, parce qu'on a eu jusqu'à 80 personnes connectées. Donc, c'est une belle performance hein, pour 80 personnes connectées sur ce webinaire. On vous a donné l'occasion de flasher ce QR code pour donner d'autres idées de thématiques, parce qu'au sein de Simulion, on souhaite renouveler l'expérience, hein, donc faire un autre webinaire sur un autre aspect de la simulation, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos idées en répondant à ce questionnaire. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais, Marc, pour conclure ce webinaire. Et je te rends la parole pour le mot de la fin, si je veux dire, avant qu'on coupe la ligne. Merci beaucoup. Eh bien, le mot de la fin, ça sera un tout grand merci à toutes et tous. Et puis, si vous me rajoutez une petite phrase, ça serait eh ben, vivement le prochain webinaire. Et il est encore temps pour vous de flasher le QR code avant que l'on interrompe cette réunion. Merci encore et à très très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir à tous. Merci.